Fidèles, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Global Politique avec ce nouveau décor. Nous sommes encore là pour vous faire parvenir l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, le ministre de l'hydrocarbure était interpellé pendant quelques jours à l'ANER et il a été relaxé. De quoi était-il question? Il y a eu plusieurs interprétations, plusieurs sources nous ont dit qu'il y avait un dossier qui a été déjà dénoncé par l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya. Il y a eu plusieurs versions dont la corruption, détournement de fonds, des versions dont certains ont été démentis par le parti politique, l'AVC bien sûr, de son excellence Didier Boudimbo. Et de l'autre côté, nous allons parler sur l'attitude du FCC. Comme vous le savez bien, le Front commun pour le Congo a boycotté la plénière de ce jeudi. Ils ont encore annoncé que ce mercredi, ils ne seront pas à l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il y aurait consensus en dehors du Parlement par rapport au processus électoral en RDC. Joseph Kabila s'est fait un bain de foule à la Tchangou. Est-ce un message pour dire qu'il sera candidat en 2023, comme certains l'annoncent déjà, ou c'est juste une façon de dire je suis encore en vie politiquement? Nous allons parler de l'économie de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, nous recevons M. Jacques Glomois, il est analyste politique. C'est avec économique, lui, politique économique. C'est avec lui que nous allons décortiquer l'actualité politique en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Laurence. Monsieur Jacques Loumois, aujourd'hui la République démocratique du Congo est en train de traverser une période compliquée sur le plan économique. Le ministre de l'hydrocarbure a été interpellé et puis relaxé. Comment est-ce que vous avez quand même jugé son interpellation? Merci beaucoup Laurence. Au-delà de l'interpellation, nous constatons tout simplement que finalement, dans ces pays, ceux-là qui exercent les fonctions à un certain niveau ne sont pas protégés. Je ne voudrais pas entrer dans les raisons, les mobiles qui ont fait que finalement ces ministres soient interpellés, mais nous ne devons pas oublier qu'il est ministre. Et un ministre, on ne l'interpelle pas n'importe comment. On ne peut pas interpeller un ministre en fonction, le laisser passer une nuit en dehors de sa maison, sans que son chef hiérarchique, qui est le Premier ministre, ait un mot à dire, sans qu'on ait auparavant suspendu ou mis en sourdine ses fonctions pour permettre à cette justice de faire son boulot. Je pense que ça sont des méthodes qui ont été dénoncées jadis. Il est ministre en fonction. Si on veut l'interpeller, l'arrêter, je pense qu'il y a une procédure appropriée. Et ce qui est encore étonnant et regrettable, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucun communiqué du gouvernement pour éclairer la population sur l'interpellation d'un ministre en fonction. Mais est-ce que l'ANER doit avoir l'autorisation du Premier ministre pour avoir les renseignements auprès des ministres? L'ANER n'est pas au-dessus de la loi. L'ANER a le droit de faire son travail. Je n'entre pas là-dedans. Nous sommes en train tout simplement de déplorer cette procédure cavalière qui a amené à l'interpellation d'un ministre en fonction. Mais c'est juste pour avoir des renseignements. Est-ce qu'on a besoin de suspendre un ministre en fonction? C'est une chose, mais les laisser passer la nuit. Passer la nuit à l'ANER même, c'est là tout le problème. Si l'ANER devrait juste recueillir les informations, demander certains renseignements sur certains sujets que seul l'ANER est en train de maîtriser, on comprendrait. Mais de là à le laisser passer la nuit en dehors de la maison, c'est là où nous nous posons trop de questions sur finalement le rôle réel de l'ANER. Nous avons vu ici, dans notre pays, des députés en fonction être arrêtés alors qu'ils jouissent de leurs immunités. Moi, je pense qu'à un certain moment, nous devons respecter ce que nous appelons nous-mêmes l'état des droits. N'est-ce pas? Je ne dis pas que l'ANER ne doit pas faire son boulot. L'ANER doit faire son travail, ce qui est tout à fait normal. Mais l'ANER doit faire son travail en respectant
les droits humains. Mais le ministre n'a pas été torturé, le ministre n'a pas été envoyé à Makala, le droit de l'homme a été respecté. Je ne parle pas c'est juste question des renseignements et je ne vois pas là où l'ANER a dérogé. Pour les renseignements, le ministre doit passer une nuit en dehors de sa maison. Ça a donné l'impression que le ministre était séquestré sans pour autant le dire. C'est important d'avoir certaines informations. J'aimerais bien que les choses soient claires. Je ne suis pas contre ce que l'ANER fait. Mais nous disons qu'il y a un minimum de respect des procédures en la matière. L'ANER a le droit de recueillir les informations, de chercher à savoir ce qui se passe sur base des informations que cette agence détiendrait, ce qui est tout à fait normal. Mais ce que nous disons, c'est un ministre en fonction. C'est quand même un ministre en fonction. Je pense que par rapport à cela, il y a une certaine procédure en la matière pour que finalement, on puisse, s'il est soupçonné, bien sûr, s'il est soupçonné, qu'il soit interrogé en toute indépendance. Imaginez-vous que c'est un ministre en fonction. Mais il a été questionné, il a été auditionné avec tous ces galons. Donc, quelque part, la justice se sentirait gênée face à une telle personne. Or, si on aurait respecté la procédure, le Premier ministre est saisi, le Premier ministre allait le mettre à la disposition de l'ANER pour les temps nécessaires afin de permettre à cette dernière d'avoir les informations. Heureusement qu'il est déjà relaxé et qu'il continue à exercer son travail. Les Congolais ont droit à l'information. Et vous voulez, nous avons dénoncé. Vous voulez que le gouvernement donne le point saillant de l'interprétation du ministre? Non. Le gouvernement aurait pu informer sa population par rapport à l'interpellation de son ministre. Voilà que ça laissait libre cours aux rumeurs. Tout le monde est tenté d'interpréter de sa façon parce que quelque part, il n'y a pas un communiqué officiel de la part du gouvernement. Hier, le ministre de la l'ANER fonctionne discrètement et on ne doit pas tout mettre à la portée de tous. On ne demande pas au gouvernement de dire de quoi il s'agissait, mais le gouvernement devrait informer la population que son ministre a été interpellé. Mais voilà que, en dehors de cette information, nous avons été saisis. Tout le monde sait que ce ministre a été interpellé et ça a laissé libre cours aux rumeurs, ça a laissé libre cours aux interprétations, ce qui n'est pas une bonne chose. Vous vous souvenez qu'au moment où le président était tombé malade, on a posé la question au ministre de la communication et ce dernier a dit que ce n'est pas lui qui est appelé à faire la communication de la présidence. Lui est membre du gouvernement. Puisque le chef de l'État a un porte-parole. Voilà. Ce qui était tout à fait normal. Mais en ce qui concerne maintenant un membre du gouvernement, qu'est-ce qui a manqué à ces ministres de dire à la population finalement de quoi s'agissait-il? La population a droit à l'information. Parce que ne pas donner cette information laisse libre cours aux interprétations, aux rumeurs. Et vous savez, on dit toujours que la nature a horreur du vide. Alors, restons toujours dans ce sujet. Vous savez que le ministre Didier Boudimbo a été fustigé à un certain moment avec ce qui s'est passé au pont Matete et avec la carence du carburant en République démocratique du Congo. Pensez-vous que cela peut-être été à la base de son interprétation, son interpellation? Je refuse de spéculer sur le mobile ou les raisons qui ont amené l'Agence nationale des renseignements à interpeller ces ministres-là. En tout cas, moi, je ne voudrais pas me jeter dans l'eau par rapport à quelque chose dont je ne maîtrise pas le contenu, moins encore la quintessence. Mais aujourd'hui, sa compétence est mise en cause par rapport à ce que la population est en train de vivre sur le point. Ce n'est pas impossible parce que nous avons toujours dénoncé les manques d'expertise, les manques de professionnalisme de la part de certains membres de ce gouvernement. Nous avons vu le ministre de l'économie, Dieu merci, aujourd'hui, il a été déchu. Mais il n'a pas encore présenté sa lettre de démission. Peu importe, déjà au niveau du Parlement, il a été déchu. Le reste, ce ne sont que des formalités administratives qui pourront suivre. De même, le ministre des hydrocarbures, moi je pense qu'à un certain moment, nous devons nous poser des questions sur la manière dont nous sommes en train de gérer cet État, ces pays. Il est inadmissible que dans un pays où tout le monde sait que nous importons du pétrole et que les cours moyens, le prix moyen frontière a déjà augmenté. Nous sommes partis de 30 $ à 120, d'aucuns parlent même de 130 aujourd'hui. Et que sur le plan local,
on continue à geler les prix. Ce n'est pas une mauvaise chose, si c'est ça la façon de voir les choses. Geler les prix voudrait dire, en d'autres termes, que le gouvernement doit être en mesure de payer les manques à gagner aux pétroliers. Or, en ces jours, l'ardoise du gouvernement sur les pétroliers s'élève à environ à 512 millions de dollars américains. Et le gouvernement est essoufflé. Le gouvernement n'est pas en mesure de payer cette ardoise dans l'immédiat. C'est comme ça que nous assistons à cette pénurie de carburant dans les stations. Les stocks, on dit, ça existe. Mais le pompier, le pétrolier voudrait finalement qu'on puisse réajuster les prix. Et ce qui n'est pas non plus mauvais, parce que d'après les documents qui sont en notre possession, il y a un plan, il y a un programme, il y a un plan prévisionnel d'augmentation des prix des carburants laissé par l'ancien ministre, qui voudrait que déjà au début de mars, on devrait revoir à la hausse les prix à la pompe, ce qui n'a pas été fait. Maintenant là, la situation continue à s'empirer, à s'exacerber, comme nous disons. Si rien n'est fait, dans les jours à venir, c'est tout le monde qui va devenir piéton, parce que quelque part, le gouvernement, à travers son ministère, ne sait pas prendre les taureaux par les cornes. Ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est quoi? C'est qu'il faut réajuster le prix. Vous n'avez pas de choix. Ça veut dire que nous n'avons pas 36 solutions. Si nous disons que nous gelons les prix, comme c'est le cas, nous devons de l'autre côté mettre à la disposition des pétroliers les manques à gagner. Mais si nous disons que nous n'avons pas les moyens pour payer ces manques à gagner, et encore que, telle que la situation se présente, si nous continuons à geler, ces manques à gagner vont augmenter à un tel niveau que le gouvernement ne sera plus payé. Et si on ne paye pas ces manques à gagner, les pétroliers ne seront plus en mesure de renouveler les stocks. Déjà, on dit qu'on a consommé les stocks stratégiques. Voilà là où nous sommes en train d'aller. Il faut à un certain moment, comme nous disons, prendre langue avec les pétroliers, voir ce que le gouvernement est capable réellement de disponibiliser, et l'écart qui va rester permettre à ces pétroliers. Nous n'avons pas de choix, parce que déjà au niveau de ce qu'on appelle Kadhafi, nous achetons le carburant à 3000, 3500. Et encore que c'est un carburant trafiqué, mélangé avec du pétrole, avec tous les risques que nous abîmons le moteur de nos voitures. Pourquoi faire la politique de l'Autriche? C'est une situation qui est réelle. Gouvernement nous demandons. C'est une situation qui ne dépend pas du gouvernement. Si le prix moyen frontière a augmenté, et le prix moyen passé de 30 $ à 120 ou 130, que peut faire le gouvernement? Si ce n'est que... Donc la faute n'est pas au gouvernement. Non, la faute est au gouvernement, parce qu'on ne veut pas jouer la politique de la vérité des prix. C'est comme ça que nous jetons les pierres sur le gouvernement. Si le gouvernement se dit, je n'ai pas de moyens pour payer les manques à gagner, mais laissez les pétroliers ajuster les prix. Mais si vous dites que tiens, nous avons les moyens, et payez ces moyens-là pour permettre aux pétroliers de renouveler leurs stocks. Donc aujourd'hui, il faut un dialogue gouvernement-pétrolier. Il faut un dialogue avec les pétroliers pour qu'ils se regardent en face, qu'on regarde la situation au vu de l'augmentation du prix moyen frontière, décider de ce qu'il faut faire. S'il faut réajuster tant soit peu le prix, il faut le faire, pourvu qu'on n'asphyxie pas cette économie qui est déjà agonisante. Telle que la situation est en train d'évoluer, s'il n'y a pas de dialogue, je vous dis, je vous prends un témoin, dans les jours à venir, il n'y aura même plus de carburant dans nos stations. Parce que d'un côté, le gouvernement dit, je gèle les prix, mais de l'autre côté, le gouvernement ne paye pas les manques à gagner. Voilà. Alors, un paradoxe. Merci beaucoup, M. Jacques Lomon. Nous allons changer de rubrique pour parler politique cette fois-là. Là, on vous a vu dans tous vos états pour parler économie. Nous entrons directement dans la politique. Aujourd'hui, nous avons compris Martin Fayoulou, Mouzito, qui sont dirigés la MOCA. Après la passation du pouvoir entre les deux, Mouzito, qui a pris le pouvoir, l'a officiellement annoncé qu'il faut un dialogue. Kabila, FCC, Tshisekedi Union Sacrée, la MOCA et les autres couches politiques. C'est quoi l'objectif de ce dialogue, si on devrait aujourd'hui accepter que Tshisekedi, le président de la République, devait prendre l'initiative? Merci beaucoup, Laurence. Moi, je pense qu'il revient à ces acteurs-là de présenter leur cahier des charges. Nous ne sommes pas dans le secret de leurs officines, mais une chose est vraie, quand ils demandent des dialogues, ça veut dire qu'ils ont des points qu'ils voudraient bien qu'on puisse en débattre. Mais si nous sondons
nous sondons, et ce qui s'est dit, ce qui se trame ça et là, nous avons comme l'impression que le dialogue qui est demandé, c'est pour que finalement qu'on se mette d'accord sur la composition de l'actuelle CENI. Tout le monde sait que sur ce point-là, il y a une ordonnance qui a été déjà signée, qui a mis en place ces bureaux. Alors, quand on parle de dialogue, de quoi veut-on réellement? C'est ça la grande question. C'est pourquoi moi je suis en train de dire, je ne suis pas dans les secrets de ces recombats politiques pour savoir quelles sont les revendications. Sûrement, ils ont des cahiers de charges. Ils n'ont qu'à présenter ces cahiers de charges. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore parler de la révision du bureau de la CENI, vu qu'il y a déjà cette ordonnance-là qui a été signée? Merci beaucoup, comme vous êtes en train de le dire. Mais s'il y a une frange de la classe politique qui tient à ce qu'on puisse revoir la composition de ces bureaux de la CENI, il en va de soi qu'on puisse à un certain moment leur prêter oreille. Parce que imaginez-vous que dans la composition de ces bureaux-là, il était dit clairement que l'opposition devait présenter ses membres. Mais curieusement, on s'est rendu compte que l'opposition n'a pas présenté ses membres. Mais il y a des personnes... J'en viens. Mais il y a des personnes qui prétendent parler au nom de cette opposition que la même opposition ne reconnaît pas. Ça veut dire quelque part, il y a un problème. Vous ne pouvez pas parler au nom d'une organisation sans que cette organisation ne puisse vous reconnaître. Mais ces gens-là sont issus de l'opposition. Je n'ai jamais vu Manara à l'UDP. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous n'avez pas tort. Mais est-ce que M. Manara a été mandaté par sa famille politique? C'est ça la question. Nous avons vu de lettres, des documents. Quelle lettre? Qui lui a donné la lettre? Parce que la personne habilitée à mandater les personnes à la CENI ne reconnaît pas avoir mandaté M. Manara. C'est ça la grande question. Mais la politique de la République... Mais c'est une mauvaise politique. Il ne faudrait pas que ce que nous dénoncions hier, aujourd'hui, nous puissions l'épouser. Nous puissions l'accepter. Si hier nous dénoncions cette manière de procéder, pourquoi aujourd'hui nous devons l'accepter? C'est parce que nous sommes au pouvoir. Nous disons non. C'est une très mauvaise politique parce que nous savons là où ça va amener. Vous parlez de la CENI, mais cependant, nous avons vu l'abbé Donatien Cholet, le confesseur religieuse, aller voir le président du Sénat de l'Assemblée nationale pour demander un minimum de consensus. Merci beaucoup. Ce minimum de consensus pour faire quoi? C'est la grande question que la population se pose. Hier, on a vu ces confesseurs religieuses-là se diviser. Aujourd'hui... Mais elles le sont toujours, monsieur Laurence. Elles le sont toujours. Ne vous en faites pas. Ces semblants d'acceptation de ce bureau a démontré ses limites. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus pour demander qu'il y ait un minimum de consensus. Vous savez, on a toujours dit vaut mieux prévenir une situation que chercher à la guérir. Si nous devons faire un forcing, parce que nous allons de forcing en forcing, demain ne soyez pas étonnés que les élections soient contestées. Plutôt les résultats des élections soient contestés. Ça a toujours été le cas. Même partout dans le monde, les élections sont contestées. Est-ce que c'est seulement en RDC qu'on a fait l'exception? Laissez-moi vous dire, lorsqu'on conteste, il y a toujours un seuil minimum que l'on accepte. Les élections parfaites n'existant pas. Mais il ne faudrait pas que ce seuil de contestation soit exagéré. Que finalement, que nous assistons aux échauffourées à travers toute la ville ou tous les pays parce que quelque part, on n'a pas été d'accord avec les résultats des élections. Tout simplement parce que dès le départ, on ne s'est pas mis d'accord sur les acteurs appelés à nous départager pendant ces élections-là. Moi, je pense que la voie de la sagesse voudrait qu'à un certain moment, qu'on prête un peu oreille à cette frange de nos politiciens ou de ces familles politiques qui voudraient finalement qu'on puisse arriver à se mettre d'accord sur l'essentiel. Vous parlez de l'essentiel. Mouzito l'a dit, s'il y avait des contraintes et qu'on devait se mettre autour d'une table, on pouvait reporter les élections. Serez-vous aujourd'hui d'accord de voir les élections, au lieu d'être organisées en 2023, s'organiser en 2025-2026? Non. Puisqu'il y a eu consensus, il y a eu dialogue entre acteurs politiques. Laissez-moi vous dire. Mais vous avez parlé qu'il faut prêter les dialogues, oreille. quand j'ai dit prêter oreille, ne voudrait pas dire que
il faudrait accepter tout ce qui est proposé. N'est-ce pas? On connaît quand nous disons, mais c'est comme ça nous disons. En 2016, il y a eu une transition jusqu'en 2018. Nous disons ceci. Nous devons éviter de nous inspirer des mauvais exemples. Ce qui s'est passé en 2016, c'était un mauvais exemple. La Constitution a prévu le mandat des institutions. Et ce mandat est de 5 ans. Tout le monde le sait. À l'issue de 5 ans, vous devez organiser les élections. S'il y a des difficultés, il ne faut pas attendre que nous arrivons le jour J pour dire qu'il y a des difficultés. S'il y a des difficultés, c'est maintenant qu'il faut le dire pour qu'on arrive à les contourner et qu'à terme échu, les élections soient organisées. Il est inadmissible qu'après 5 ans d'exercice, qu'on vienne sur une table de négociation pour essayer de rallonger encore de quelques jours. Par manque de moyens. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo... Parce qu'on dit que grâce à l'IGF, le trésor public est en train d'être renfloué par les recettes générées ça et là. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est confrontée à plusieurs problèmes. Par rapport à la Covid, par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y en aura toujours. Il y a la guerre à l'Est. Laissez-moi vous dire, la France là a vécu, est en train de vivre sous Covid. Mais la France a organisé les élections. On n'est pas allé. La France est un pays déjà développé. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Nous sommes tous des États. Je ne peux pas comprendre que à la longueur des journées, qu'on nous dise que les recettes ont sensiblement augmenté et on a même, en termes prévisionnels, parlé de l'augmentation du budget de l'État. Pourquoi, à la fin, qu'on nous dise qu'on manque de moyens pour organiser les élections? C'est contradictoire. Les élections... Qu'est-ce que nous voulons finalement? Il faut plusieurs paramètres aujourd'hui pour organiser les élections. Les élections que nous voulons organiser ne vont pas commencer à zéro, à néant. Il y a déjà les acquis. Nous avons déjà organisé 3 cycles électoraux dans notre pays. Et pour les élections qui venaient de se dérouler, on avait acquis certains outils pouvant permettre à ce qu'on commence déjà. Pourquoi on ne commence pas? Pourquoi on ne met pas à la disposition de la CENI les moyens dont elle a besoin pour entamer, amorcer le processus? Il est vrai, d'aucuns diraient, il va falloir que la loi électorale soit votée. Mais cette loi est en cours de débat au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il y a d'autres préalables qui demandent le moyen à cette CENI pour déjà mettre les trains en marche. Nous avons suivi le président de la CENI nous dire tantôt qu'il manquait de moyens. Pourquoi le gouvernement ne disponibilise pas? La situation a été résolue. Si ça a été résolu, tant mieux. Donc, il n'y a plus de raison de penser à l'ajournement. Il y a ces problématiques de la loi report des élections. Il y a ces problématiques de la loi électorale. Nous avons vu les élus du Front commun pour le Congo, le FCC allié, quitter la plénière, demandant un consensus en dehors des institutions. Cela est constitutionnel. Cependant, la loi électorale devait être votée à l'Assemblée nationale et eux demandent un consensus en dehors des institutions. Je ne partage pas le point de vue de nos amis du FCC. N'est-ce pas? La politique... Ils ont dit qu'ils sont avec le peuple. Laissez-moi terminer. Et vous voulez... Écoutez, vous êtes en dehors du peuple. Écoutez, nous en faisons partie aussi de ces peuples. Quand je dis... Il y a de ceux-là qui peuvent partager leur façon de voir les choses. Mais moi, je dis, je ne partage pas cette façon de voir les choses. Parce que nous disons, la politique de la chaise vide ne paye pas. La politique de la chaise vide ne paye pas. S'ils ont des desiderata, s'ils ont des revendications, ils n'ont qu'à les coucher sur papier et à les présenter à la plénière pour qu'on puisse en débattre. On est en train de débattre de la loi électorale. N'est-ce pas? Personne ne dit que ça a déjà été adopté. S'ils pensent qu'il y a des points qui nécessiteraient qu'on puisse le revoir, mais il faudrait qu'ils soient dans la plénière, dans la salle, afin de proposer ces amendements. Sortir de la salle va résoudre quel problème? Parce que en sortant de la salle, ils sortent avec leurs amendements. Mais ils ont demandé, comment on va améliorer? Ils demandent un consensus en dehors des institutions. Non, moi je pense qu'il faudrait, si j'ai bien compris ce qu'ils sont en train de réclamer, ils ont posé un problème clair. Ils ont dit une chose. Au niveau de la CENI, il y a des délégués qui se font passer pour ceux de l'opposition, ce qui n'est pas vrai. Ils voudraient finalement qu'on revoie ces bureaux, que eux qui sont
de la véritable opposition puissent envoyer les leurs. Ceux qui sont là ne le représentent pas. Mais est-ce que Manara n'est pas de l'opposition? J'ai dit ceci. La question qu'on se pose. La question que l'on se pose. S'il vous plaît, monsieur Je Jacques peux ne pas être... Laissez-moi terminer. Monsieur Jacques Lomo. Manara n'est pas de la majorité. Je n'ai jamais vu Manara à l'Union. Mais est-ce qu'il était habilité? Est-ce qu'il était désigné pour représenter l'opposition? Vous pouvez ne pas être de la majorité, certes. Il y a l'opposition parlementaire et parlementaire. Est-ce que vous avez Manara est élu national, élu comme député national. Non. Mais il représente quel parti? C'est ça la question. S'il représente le PPRD dit que je ne le reconnais pas. Quoi de plus normal? Est-ce que... S'il représente la Mouka dit je ne le reconnais pas. Alors, il est congolais qui? Manara est congolais. Non. Disons les choses. Manara, on a dit, ce sont des postes réservés à une frange de l'opposition dont on a cité nommément. Ça doit être clair. Donc, alors, si M. Manara n'a pas été désigné par cette frange de l'opposition, il va falloir que M. Manara libère cette place-là pour permettre à est-ce que pour réclamer pareille situation, il faut quitter... J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec la manière de procéder. J'ai dit que la politique de la chaise vide ne paye pas. Donc vous recommandez aux élus de Moi, je recommanderais aux élus du FCC de regagner l'hémicycle et de mener le combat au sein de l'hémicycle. C'est là-bas qu'il faut mener le combat et non dans la rue. Et s'il n'y avait pas élection en 2023? Monsieur a levé cette hypothèse de si. Non, on est là. Aujourd'hui, tout le monde parle du dialogue, tout le monde fait des concrètes. S'il n'y avait pas élection, du dialogue, ce n'est pas pour reporter les élections. Le dialogue n'est pas synonyme de reporter les élections. Ceux-là qui demandent le dialogue, c'est peut-être pour s'assurer que les élections vont se dérouler en toute transparence. Voilà, ça peut être l'une des revendications. Mais dire que le dialogue est synonyme du report des élections, là, nous nous insurgeons en faux contre cette assertion. Joseph Kabila Kabange s'est fait quand même un bain de foule. Nous l'avons vu à la Tchangou. Joseph Kabila est chapeauté par la population qui a chanté Mokonza Boka Yeoyo. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à un retour de Joseph Kabila au pouvoir en 2023? S'attendre au retour de Joseph Kabila au pouvoir en 2023 dépendra essentiellement de la volonté du peuple. N'est-ce pas? Le peuple ne s'est pas encore prononcé. Et vous savez que le peuple se prononce à travers les élections. Il faudrait qu'on attende d'abord que M. Kabila puisse postuler comme candidat président de la République et laisser par la suite au peuple les choix de désigner celui qui sera là. Commencer d'emblée à dire qu'il sera candidat ou pas, je ne suis pas de sa famille politique. Qu'est-ce qui ferait la force de Joseph Kabila aujourd'hui pour battre la campagne en 2023? Déjà son bilan, beaucoup de gens ont dit... Ce qui fera, je ne voudrais pas répondre à sa place, mais moi en tant qu'analyste, je dirais tout simplement l'échec cuisant du régime actuel pourra donner plus d'arguments à M. Kabila. Parce que nous, population, nous attendions à ce qu'il y ait un changement radical, qui est rupture avec les méthodes jadis décriées. Mais hélas, on a comme impression, comme disait le fait Mongoul Diaka, on n'a changé que le chauffeur, mais le véhicule est resté le même. Mais le bilan de 18 ans n'est pas comparé à un bilan de 3 ans, hein, puisque l'on ne doit pas accuser Tshisekedi attendez, laissez-moi terminer. Qui n'a que 3 ans, puisque l'autre a fait 18 ans. Personne ne dit que ce pays sera reconstruit en 5 ans, voire même pas en 10 ans. Mais il faut commencer, il faut poser les jalons de cette reconstruction. Lorsqu'on ne pose pas ces jalons-là, on ne peut pas commencer à rêver. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, avec un petit choc exogène, nous voyons comment est-ce que notre économie est en train de tousser. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu mettre en place les mécanismes pour contenir ces genres de crises. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, que sur le plan agricole, il n'y a rien de concret qui puisse nous dire qu'à court, à moyen et long terme, les Congolais peuvent atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous avez, sur le plan infrastructure, les routes qui sont des dessertes agricoles, qui sont quasi inexistantes. Mais aujourd'hui, laissez-moi terminer. Il peut y avoir certaines productions, ça et là, à travers nos provinces. Mais faute d'infrastructures routières, la maman qui produit
c'est Bitekou, la maman qui produit ces cossets de manioc, ça et là, ne sait pas les acheminer vers les centres de consommation, faute de route. Vous voyez, donc, nous disons, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui arrive et que c'est tout à fait normal que la population commence à penser à Kabila parce que l'actuel régime ne montre pas mieux que M. Kabila. Mais aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est qui trouve quand même la guerre a toujours... Félix Tshisekedi est en train de se battre pour quand même restaurer la paix à l'Est de la République. Le Premier ministre est allé faire le bilan d'une année et il y a eu une bonne progression. Mais pourquoi ne pas soutenir ces œuvres-là au lieu de penser encore à Kabila? Laissez-moi vous dire, ce n'est pas moi qui pense à Kabila, c'est une frange de la population. Non, nous parlons de cette population-là. C'est une frange de la population. Partie de la population, sans oublier. C'est une frange de la population qui pense à Kabila. Et pourquoi? Parce que cette population, vous savez, j'ai toujours dit aux gens, c'est un exemple que je donne toujours, lorsque une femme se marie, se remarie, n'est-ce pas? Et que la personne avec laquelle la femme s'est remariée n'arrive pas à lui donner le minimum de ce que son ancien mari lui donnait, cette femme aura toujours tendance à penser, pour ne pas dire, à retourner vers cet ancien mari. Donc, il faut faire mieux que ce que Kabila avait fait pour faire oublier au peuple congolais Kabila. Mais si vous ne faites pas mieux que Kabila, eh bien c'est tout à fait normal. C'est même naturel que les gens commencent à penser à Kabila. C'est naturel. Donc, vous n'allez pas leur interdire de penser à Kabila parce que pendant 18 ans, ils n'avaient plus revu les files d'attente dans les stations service. Pendant 18 ans, ils n'étaient plus habitués à voir les prix galoper du jour au jour. C'est tout à fait normal. Donc moi, je pense que au-delà de l'aspect folklorique de ce qu'on a vécu. Folklorique ou c'est la réalité? De l'aspect folklorique parce que quand on voit les gens chanter Yone Mokonzi, c'est folklorique parce que nous savons que c'est le président Tshisekedi qui est président. Okay. C'est pour ça que je parle de l'aspect folklorique. Il faut interpréter ce que la population est en train de dire. Ça veut dire tout simplement que cette population ne se retrouve pas avec ces régimes. Mais pourquoi la population ne se retrouve pas avec ces régimes? Parce que là où on attend ces régimes, rien n'est fait. Alors nous ne construisons pas d'hôpitaux, nous ne construisons pas des routes et des dessertes agricoles, nous ne relançons pas l'agriculture, nous ne travaillons pas pour juguler, contenir la crise afin que l'inflation que nous vivons aujourd'hui soit contenue. Mais c'est tout à fait normal que la population crie. Parlons justice avant de parler diplomatie. Aujourd'hui, Vital Kamerhe pourrait être acquitté par le cour d'appel. Nous avons suivi la cour de cassation. Comment est-ce qu'ils ont décidé? Comment est-ce que vous avez trouvé cette décision qui met aujourd'hui l'Union pour la nation congolaise en état de liesse pour dire bientôt Vital Kamerhe serait acquitté? C'est triste et malheureux pour la justice. Pourquoi nous disons cela? Une justice qui marche en bien. C'est triste et malheureux pour cette justice. La justice marche en bien puisque Kamerhe aujourd'hui fait preuve de l'état de gloire. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Vous vous souvenez qu'il y a eu un procès de 100 jours. De 100 jours. Oui. Largement diffusé. Dont la publicité a dépassé nos frontières. Et aujourd'hui, cette personne qui a été inculpée, et vous savez, grâce à cette inculpation, il y a des avocats de la République qui ont eu des promotions, parce qu'ils avaient bien fait leur boulot. Et voilà qu'aujourd'hui... Ils ont eu des promotions pour ça, ou ils ont eu des promotions par rapport à ce qu'ils ont mérité? Mais ils ont eu des promotions pour ça. Et vous savez aujourd'hui... Juste pour ces procès. Pour ces procès-là, vous le savez. Et vous savez de qui je parle. Et aujourd'hui... Je suis au courant de rien. Merci beaucoup. C'est vous qui parlez. Merci beaucoup. Ce sont vos et propos. aujourd'hui, on remet en cause tout ce qui a été fait. On dit que la justice s'est trompée. Et monsieur, de quoi nous parlons? L'argent du contribuable a été utilisé. Il y a même un juge qui est mort. Le juge Yanni paie à son âme pour ces procès. C'est pour qu'à la fin qu'on nous dise que tout ce qui était fait, ce n'était que du folklore. Mais l'erreur est humaine. La justice pour aussi commettre une erreur. Est-ce qu'aujourd'hui, si on doit vous savez que revoir M. Kamerhe, laissez-moi vous dire,
Est-ce que vous savez que M. Kamere a été traité de voleur? Mais il peut être lavé par la justice. Merci beaucoup. Mais est-ce que cette qualification-là va quitter la peau de M. Kamere? Mais si la justice décide... Voyez-vous? Si la justice lavait M. Kamere, nous devons éviter de faire une parodie de justice. Parce qu'à la fin, ça nous rattrape. N'est-ce pas? L'aspect juridique de la chose nous a démontré finalement que, au-delà de tout, c'est l'aspect politique qui prime. Aujourd'hui, M. Kamere est en voie d'être acquitté. Et ne soyez pas étonnés que demain, M. Kamere soit le Premier ministre de la République. Puisque l'Union sacrée a la majorité et l'Union c'est comme ça que pour la nation congolaise. Alors la question que les Congolais... Est-ce serait un péché de voir aujourd'hui M. Kamere être nommé Premier ministre? S'il jouit de toutes ses facultés intellectuelles et physiques, si son casier judiciaire est vierge, moi je ne vois pas pourquoi M. Kamere ne serait pas nommé Premier ministre. Mais au-delà de cela, on parle d'un procès où il y a eu détournement d'environ 400 millions de dollars américains. On parle d'un procès où M. Kamere a été jugé parce qu'il aurait ou il avait détourné 57 millions selon notre justice. Est-ce qu'aujourd'hui, les 57 millions ont été retournés au trésor public? Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, laissez-moi terminer. Il y a eu erreur, c'est qu'il n'avait pas détourné. Il pourrait être lavé. Laissez-moi terminer. Est-ce que vous savez que l'une des personnes qui était impliquée dans ces détournements a consommé la sanction qui lui était infligée à la personne de M. Moïma? M. Moïma a consommé la sanction. Comment nous allons faire pour réparer cela? Parce que en blanchissant M. Kamere, nous devons blanchir aussi M. Moïma. Vous parlez seulement de Moïma, vous ne parlez pas de Jamal? Laissez-moi terminer. Je donne les cas de celui qui a déjà consommé sa peine. Et il est relaxé par la suite parce qu'il a consommé la peine qui lui était infligée. Comment vous allez réparer cela? Comment vous allez réparer la peine qu'on a infligée à M. Amal? Jamal ou Amal, je ne sais pas. Comment vous allez faire cela? Parce que ce monsieur disait depuis toute la nuit des temps qu'il était innocent. Mais est-ce que la justice n'est pas... La justice doit être libre de faire son travail. Si aujourd'hui on devait dire que... Évitons de mêler la politique de la justice. Évitons aussi, comme nous sommes en train de dire, de nous amener aux parodies de justice. Lorsqu'on n'est pas sûr, lorsqu'on n'a pas d'éléments pour inculper un Congolais, il faut arrêter. Ne nous emmenez pas dans des procès du genre, procès sans jour, pour qu'à la fin, qu'on vienne nous dire que c'était une parodie. Non, on ne parle pas d'une parodie, mais on dit qu'il y a eu mais vous voulez qu'on dise quelle erreur? Mais est-ce qu'on a acquitté M. Kamere? Imaginez-vous, laissez-moi terminer. Que sa peine pourrait être laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Si jamais, je réfléchis par absurde, si M. Kamere était condamné à mort, et qu'on aurait exécuté la sentence, qu'allions-nous faire en ce moment ici? Voyez-vous? Est-ce que vous imaginez la gravité? Aujourd'hui, si vous imaginez la gravité de l'acte qui vient d'être posé? Aujourd'hui, vous condamnez cette justice congolaise qui, on dit, je ne condamne pas la justice. Je ne condamne pas la justice congolaise, mais je constate que pour une personne qui a été condamnée au premier et au deuxième degré, que cette même justice puisse revenir à la case du départ, nous dire que le procès était mal organisé. Mais pendant tous ces temps-là... Vaut mieux tard que jamais, dit-on. Merci beaucoup. Mais pendant tous ces temps-là... que jamais. Comment on a laissé que M. Kamere soit condamné au premier degré? Peut-être qu'il fallait encore faire des enquêtes. Laissez-moi terminer. Et être condamné au second degré. Peut-être qu'il fallait encore mener des enquêtes. Je ne suis pas juriste. Je ne voudrais pas me lancer dans ces débats juridiques.
Mais en tant qu'intellectuel, je constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec notre justice. Ce n'est qu'un constat. Dans la justice, au-delà de tout cela, bien comme faire je son disais, travail. au-delà de tout cela, moi je vois plus l'aspect politique de la chose. Je vois plus l'aspect politique de la chose. L'aspect politique est que la population congolaise ne soit pas étonnée de voir Monsieur le ministre, Monsieur Kamere demain être notre Premier ministre. Un homme intègre, intelligent. Le chef de l'État l'avait dit qu'il pourrait jouer plusieurs rôles aujourd'hui en RDC et voir Kamere être nommé Premier ministre. Ça n'engage que le président de la République. Quand même. Ça sort de la bouche du président de la République. Et Kamere moi j'ai dit que ça n'engage que le président de la République. Alors parlons de diplomatie avant de finir avec cette émission. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo et le Rwanda traversent une période de turbulence. Nous avons vu Paul Kagame par rapport à l'accord qu'ils ont avec Londres. Paul Kagame dire ouvertement qu'ils ne vont pas accueillir les réfugiés congolais sur leur sol. Est-ce déjà une guerre qui s'est fait déclarer entre le Rwanda et la RDC? En fait, Monsieur Laurence, moi je pense que des déclarations de Monsieur Paul Kagame, vous devez comprendre ceci. Il est étonnant de constater qu'un pays qui n'a pas assez d'espace déjà pour contenir sa propre population puisse se demander à ce qu'il puisse accueillir des réfugiés. Mais avant d'aller chercher des réfugiés ailleurs, il doit commencer d'abord par accueillir les réfugiés tout qui sont chez nous ici. Voyez le paradoxe de M. Kagame. Vous avez des réfugiés Hutus qui sont ici, qu'il refuse d'accueillir chez lui, mais il va à Londres demander de l'argent pour accueillir le réfugié d'autres nations. Il y a anguille sous roche. Je dis bien, il y a anguille sous roche. C'est aux Congolais d'ouvrir l'œil et le bon. Si M. Kagame n'a pas assez d'espace chez lui pour accueillir ses propres frères, où va-t-il trouver de l'espace pour accueillir ces réfugiés qu'il est en train d'aller chercher à Londres? Voyez-vous? Et nous sommes en train de penser que M. Kagame est en train de viser l'Est de la République pour installer ces réfugiés-là. Est-ce c'est le moment? Est-ce qu'il prépare une guerre contre la RDC? On dit bien, gérer c'est prévoir. Nous avons des signaux lancés par M. Paul Kagame qui démontrent à suffisance que si nous continuons à dormir, demain, il y a une guerre qui se prépare. Et si nous ne nous préparons pas, nous serons surpris, comme d'habitude, et nous irons chercher l'aide, ça et là. C'est à nous, c'est au gouvernement congolais de prendre les dispositions qui s'imposent pour que la supercherie de M. Paul Kagame ne puisse pas prendre corps ici en République démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut envisager la diplomatie? Est-ce qu'il faut répondre à la force? La meilleure, que faut-il faire aujourd'hui? Quelle attitude la meilleure défense, c'est l'attaque. Nous devons nous préparer. Nous avons une armée. Nous devons doter cette armée des moyens nécessaires pour faire face à cette éventualité qui arrivera à coup sûr. Parce que nous ne voyons pas, messieurs et dames, nous ne voyons pas M. Paul Kagame accueillir des réfugiés dans son petit pays qui souffre déjà d'espace. La preuve en est que les réfugiés Hutus-Rwandais qui sont ici ne savent pas retourner au Rwanda. Alors, comment nous allons comprendre qu'on n'est pas capable d'accueillir le réfugié Hutus-Rwandais au Rwanda, mais que l'on soit capable d'accueillir les autres réfugiés? Est-ce aujourd'hui pas une opportunité de dire, bon, les Hutus-Rwandais doivent rentrer chez eux puisqu'ils sont des Rwandais et le Congolais... Je pense que nous avons un gouvernement en place. Ce gouvernement doit faire son boulot. Dans le ministère des Affaires... J'ai dit bien, nous avons un gouvernement en place et ce gouvernement doit faire son boulot. Le gouvernement ne peut pas commencer à pleurnicher tout le temps. Nous avons déjà des signaux négatifs de la part de M. Paul Kagame. C'est à notre gouvernement de prendre des dispositions qui s'imposent. Gérer, c'est prévoir.
Nous allons chuter avec cette question. Vous regardez votre caméra. Je la regarde déjà. Nous avons 5 candidats. Pardon? Je vous cite 5 candidats. 5 candidats? Oui. Non, 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 non. Corrige. Non, corrige. Prétendants candidats. Merci beaucoup. 5 prétendants candidats. Merci. Actuellement, il n'y a pas encore de candidats parce que il y a des prétendants candidats. Il y a des prétendants ou des potentiels candidats. Il y a Mouzito qui l'a déclaré au travers de son secrétaire général Branchard Mongomba. Il y a Vital Kamere qui sera probablement candidat. Il y a Moïse Parlez Katumbi. de la probabilité. Allons-y. Je vous cite au moins 5 prétendants candidats. Ok. Moïse Katumbi Chapoy, Martin Fayoulou Madidi, Adolphe Mouzito Fumupa, Joseph Kabila Kabange, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les 5 candidats, qui est le meilleur pour vous? Vous avez vous posé une question à laquelle je ne voudrais pas... S'il vous plaît, laissez-moi vous dire une chose. D'abord, à cet instant, personne d'entre elles ne s'est prononcé officiellement, à l'exception du président de la République. Ça, c'est Moïse Katumbi l'avait déclaré. Si Moïse Katumbi l'a déclaré, moi je n'avais pas suivi, mais acceptons qu'ils ont tous déclaré. Martin Fayoul aussi. Les meilleurs d'entre eux, c'est celui-là qui va nous présenter un bon programme dont il sera capable de matérialiser. Voyez-vous, nous devons quitter ce stade-là où nous allons être appelés à choisir les hommes. Non. Nous devons voir les programmes d'un chacun. Parce que c'est son programme qui sera jugé après. Nous devons dire qu'après avoir élu un président, sur base de son programme, et qu'à l'issue de son mandat, nous sommes capables de dire que son programme a été exécuté ou réalisé à 50%, 60%, 80% ou 10%. Voyez-vous, tant qu'on n'aura pas compris cette manière de faire dans la démocratie, nous allons continuer à jeter nos dévolus sur des personnes qui, une fois au pouvoir, vont nous décevoir. Donc pour moi, en ce qui me concerne, si ces personnes que vous venez de citer étaient candidats, je commencerai par étudier le projet de société, de tout un chacun, son programme, pour se dire, mais tiens, est-ce que ça vaut la peine de la soutenir ou pas? Monsieur Jacques Dromois, aujourd'hui le pape est annoncé en République démocratique du Congo. Quel message est-ce que la population doit s'attendre de sa part? Moi je pense que quand vous parlez des papes, vous pensez essentiellement à nos frères catholiques. N'oubliez pas que notre pays est un pays laïque, n'est-ce pas? Mais en tant qu'un prince de l'Église, je suis convaincu que le pape ne pourra prêcher que la paix et l'amour du prochain, n'est-ce pas? Le pape ne pourra prêcher que la paix et l'amour du prochain. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous, M. Jacques Dromois, d'avoir répondu à notre invitation. Merci un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour réaliser cette émission. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme sur Congo France Télévision. Merci. Merci.